un de mes copains qui était là, qui est retourné au pays, m'avait laissé sa carte d'identité. Ok. C'est ça que j'ai montré. Mhm. Puis ils m'ont fait une citation et tout ça. Ils n'ont même pas pensé au truc d'immigration. Apparemment, c'est deux choses complètement ok. séparées. Mais moi, j'ai eu très très peur. J'ai eu un épisode où je me suis fait agresser. En fait, c'était un 31 décembre. Je suis rentré dans un pharmaprix. Je suis ressorti. Puis à la sortie, il y a un gars assez grand, costaud, barbu, qui m'a traité de sale nègre, truc, rentrez chez vous, c'est à cause de vous autres qu'on n'a pas de job et tout ça. La première fois que ça Il était m'arrivait. sûrement sous déjà. Ouais, c'est ça. Mais Mais... tu sentais un peu l'alcool dans son haleine. À mon avis, il avait perdu son boulot et puis Ouais. il s'est pris au premier immigrant que, il est mal tombé, quoi. Il a reçu des coups. Moi, jusqu'à présent, en tout cas, je lui ai dit, c'est la fin de l'année. Si tu veux, demain, je prends l'avion. Bonne année, et tout ça. J'essaie de temporiser. Et puis, à un moment donné, il a insulté ma mère. Et là, quand, Voilà. là, quand tu touches à l'habitude, on est africain, Ah, quoi. oui, Non, oui, ça fait. et là, je me suis surpris, j'ai vu rouge et tout, mais je suis en contrôle, voilà, mais là, je voyais rouge, quoi. Fait que je lui ai attrapé, je lui ai donné un coup de boule, je l'ai balayé, je suis monté sur lui. Ouais. Je l'ai magané, vraiment. La police est venue. Ils sont venus 3, 4, 5 chars de police, ils m'ont mis les menottes, la tête dans la neige. J'ai passé le nouvel an au Newf. Mais voilà, ça c'est des trucs. Mais je suis passé à travers ça. Puis toujours sur le nom de cet ami-là, on est allé en justice. J'ai eu droit à l'aide juridique. C'est par miracle. Lui, il m'a poursuivi. Mais apparemment, s'il avait fait une enquête sur moi, s'il savait que j'étais karatéka, j'aurais fait quasiment au moins 10 ans de prison. Sérieux? C'était vraiment... Mais moi, on m'a aidé à... Comment dire... L'aide juridique m'a aidé à porter plainte aussi contre lui parce que c'est une atteinte envers mon intégrité. Puis ça, j'avais des droits par rapport à ça. Une chance qu'ils t'ont donné ces. Ouais, mais lui, il avait la mâchoire brisée, le nez brisé, là, je l'ai vraiment magané. J'étais fou, là. C'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé. Puis j'ai regretté après quand je suis revenu à moi, mais touche pas à ma mère, quoi. Exactement. Et voilà. Puis c'était là une période où ma mère était malade et tout ça, donc c'est vraiment venu me chercher. Et on est allé en justice. Moi, j'ai eu, je pense, $1 600 d'amende, 80 heures de travaux communautaires. Et voilà quoi. Et puis lui, il a vu pour $22 000 de frais médicaux, en tout cas, de chirurgie, en tout cas. Et j'ai pas eu à les payer. En tout cas, Sans organiser. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu $1 600 à payer. Puis, je suis allé servir la soupe à l'accueil Bono. En tout cas, c'était cool, quoi. Ça va. Mais en gros, voilà, ça je te raconte en gros les périodes les plus difficiles. Puis via le sport, via le karaté, j'ai essayé de légaliser ma situation, ça n'a jamais marché. Et après, j'ai rencontré ma femme, mon épouse. Et voilà, au début, on est resté 3 ans ensemble. On pouvait pas se marier sur le territoire canadien. Puis la loi a changé. Un beau jour, il y a un ange qui est venu nous dire, voilà, apparemment, vous pouvez vous marier ici au palais de justice. Et la loi avait changé. Donc voilà, puis d'abord l'année précédente, on s'est marié religieusement, donc symboliquement, parce qu'au Sénégal, on peut te marier à distance. Donc on a fait un mariage musulman traditionnel. Ma femme est française, elle a accepté d'être mariée dans l'islam, tout ça, puis
Un an après, on a pu faire le mariage légal ici au Palais de Justice de Montréal. Et à partir de là, c'est... Et comment vous êtes rencontrés? C'est ça, tu es passé trop vite sur là. On a passé 3 ans. Comment tu as rencontré Émilie? Ouais, mon épouse, en tout cas, c'est... Voilà, comme je crois au destin. Et puis, j'étais dans mes années difficiles, j'étais bénévole au Festival de films Vue d'Afrique que tu connais. Que je connais très Voilà. bien. Oui. Voilà, donc j'étais bénévole chaque année. Puis c'est moi qui faisais le ménage des bureaux de Vue d'Afrique. Et voilà, puis arrivé la période du festival, elle était venue en stage, comme stagiaire. Donc elle travaillait dans la section de programmation. Et puis, donc, pendant le festival, ils avaient divisé des équipes qui devaient travailler ensemble. Et elle était responsable de l'Institut Goethe, si je me rappelle bien, sur Sherbrooke. Et moi, on m'a dit, donc, tu vas travailler dans l'équipe de la française. Moi, je dis jamais de la vie. Je voulais pas. Au début, là, ça ne me tentait pas. Moi, je voulais aller avec mes potes qui étaient dans une autre équipe, en tout cas. Puis ça, quand Allah décide, quand le bon Dieu décide, là, voilà. Ils m'ont mis dans l'équipe de Émilie, ma femme. Puis c'est là qu'on a appris à se connaître. Elle aussi, elle m'en voulait, parce que quand je faisais le ménage, elle avait sa poubelle ou de papier, là, et je la vidais jamais. Que ça rappelait de toi, quoi. Il s'est dit, mais c'est qui fait le ménage ici, en tout cas. Et voilà, donc ça n'a pas bien commencé, cette histoire. Puis durant le festival, là, on a appris à se connaître. Je me rappelle, je revenais d'un championnat canadien, je m'étais fait mal à une cheville, et puis elle était aux petits soins, quoi. Donc elle m'a surélevé ma cheville, tout ça, puis elle s'assurait que je ne marche pas trop. Puis il y a un cousin qui m'a dit, mon frère là. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, je cherchais à louer une chambre. Elle vivait dans un 7,5 où elle louait des chambres aux étudiants. Puis c'est bien tombé. Donc là, moi, j'ai loué une chambre là. Puis là, on a vécu dans le même appart. Bon, ça a duré, je pense, 15 jours. Puis là, on était ensemble. Puis là, ça fait quoi, 23 ans, oui. Donc, on a 20 ans de mariage, puis 23 ans de vie commune, quoi. Voilà l'histoire. Et vous avez un enfant aussi, faut parler de ouais. Qui est né. Voilà, j'ai une fille qui est vraiment, c'est le rayon de soleil dans nos vies, quoi, vraiment adorable, qui est autiste. Mais qui est magnifique. C'est le meilleur être humain que je connais, cet enfant-là. Et c'est un cadeau de Dieu, quoi. Donc, c'est pas évident. Voilà, le quotidien, la vie, toutes les démarches par rapport, voilà, à la prise en charge des enfants autistes, la recherche des écoles et tout ça. Ça a pas été facile, quoi. Et parfois, ça a même mis des tensions dans le couple. Ça, c'est pas évident. Mais Dieu merci, là, on est ensemble. Et puis, voilà, quoi. Et puis, cet enfant-là, elle se lève le matin, elle met sa musique, elle danse. Elle est tout le temps, pas tout le temps, mais voilà, la plupart du temps, elle est souriante. Je sais que tu l'amènes des fois à des festivals. Je t'ai vu plusieurs fois à des festivals, d'Afrique et tout ça. Je l'amène partout. C'est ça. Et nous, notre philosophie, c'était ça. On l'a truc, il faut pas qu'elle se sente complexée par sa différence. Je l'amène même elle a été à des championnats canadiens avec moi. Pendant une semaine de compétition, je l'amène partout. Et voilà, c'est, moi, mon plaisir dans ma vie, c'est d'être avec ma fille, bien être en famille, faire une soirée cinéma.
Ça, c'est mon bonheur, quoi. Vraiment. Fait que côté familial, j'ai été béni, quoi. Voilà, je ne me plains pas, c'est vraiment... Tu as mentionné ta maman tout à l'heure. Est-ce que vous êtes restés en contact à distance pendant la période justement qui était difficile? Oui. Est-ce que vous étiez en contact? Tout à fait, mais à l'époque, il n'y avait pas FaceTime, tout ça, c'était au téléphone, c'était compliqué. On avait les cartes, là, tu sais, les cartes pour parler. Voilà. Tu grattais, là, pour appeler à l'international. Exactement. Donc, mais voilà, puis, en 2007, elle est décédée, malheureusement. Okay. Elle a fait un AVC. Elle est tombée dans l'escalier. Elle se déplaçait la nuit, puis elle cherchait la lumière, puis il y avait l'escalier pas loin. Elle est tombée, elle s'est cognée la tête. Ça a créé un caillot. Puis, voilà, pas longtemps après, elle est décédée. Okay. Et puis, mon père, on dit en général, les couples qui sont restés longtemps, quand il y en a un qui s'en va, l'autre... Mon père est décédé un an plus tard, ma mère 2007, mon père, un an et demi plus tard, 2009. Okay. Et ça a été des moments aussi vraiment très difficiles. J'ai eu mes papiers en 2008. Tout ça, c'est de 88 à 2008. Ça m'a pris 20 ans pour avoir un statut légal au Canada. 20 ans. Et ça, je pense, c'est grâce au sport. Grâce au sport. Ça a pris du temps, mais c'était le sport. Ça m'a tenu, j'ai maintenu santé mentale et physique grâce au sport et puis grâce à ma foi aussi. Je suis musulman pratiquant. Ça m'a aussi beaucoup aidé à relativiser et m'adapter aux difficultés que la vie me présentait, quoi. Ça, c'est les deux pôles là qui m'ont tenu. Et voilà, quoi. Donc, j'ai perdu mes parents. Quand je les ai perdus, je pouvais pas encore quitter le territoire. C'était compliqué, donc j'ai pas pu aller aux enterrements. Donc, c'est ça. Donc, c'est des coups très, très durs, quoi. Et puis, à l'époque, cette histoire-là, je pouvais pas la raconter sans pleurer. Là, avec le temps, donc, je suis plus en contrôle de mes émotions et tout ça, mais ça a été des périodes mais extrêmement difficiles. Donc voilà, quoi. Tu as parlé de santé mentale en plus. Tu as mentionné. Ça, c'est le genre de choses qui peut affecter la santé mentale. Absolument. Et la personne, tu sais, pas en dépression. Comment, alors, quels outils tu as utilisés pour rester on top of things, malgré tout ce qui est arrivé autour? Avoir mes papiers, puis j'avais la prière. Et voilà. Et comme je t'ai dit, ça, c'est les deux piliers qui m'ont tenu, qui m'ont aidé à tenir debout, quoi. Sans ça, et en plus, j'ai un collègue, un ami qui a vécu la même situation que moi, qui s'est suicidé. Il s'est jeté du 10e étage d'un immeuble. Ici à Montréal? Ici à Montréal. Un Africain sénégalais, comme moi. Même génération. On est arrivé ici ensemble, puis il a vécu des choses similaires, mais lui, il n'a pas tenu le coup, là. Je sais pas. Et voilà. On parle de santé, santé mentale, là. Faut pas sous-estimer, en tout cas, l'impact que ça peut avoir. Et c'est avoir su, et ce copain-là, on se voyait, on jouait au camp, il avait montré aucun signe, quoi. Tu sentais pas qu'il était en détresse? Ouais, et puis on s'encourageait, tout ça. Avoir su qu'il souffrait à ce point-là, moi je m'en veux, je me dis peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, mais... Des fois, les gens, ils sont très forts à cacher, hein. Voilà. Et c'est là que je reviens aux arts martiaux, moi j'avais le karaté, quoi. C'est vraiment, en tout cas, ça a sauvé ma vie, quoi. Je pourrais écrire un livre, quoi. Alors, exactement. Alors, j'espère que c'est dans tes projets. Est-ce que c'est dans mes projets à venir? Peut-être à long terme, mais... En tout cas, j'ai des choses à raconter qui pourraient aider des immigrants, des jeunes qui vivent des moments difficiles. Il y en a qui ont eu une immigration ici sans problème. Exactement. Puis il y en a d'autres, voilà, qui galèrent et
Puis on est dans un pays avec des hivers, comme on dit en ce moment, rigoureux, tout ça. Donc les mois de janvier, février, c'est des mois où c'est vraiment difficile. Apparemment, les taux de suicide ici sont très très élevés, comme ceux du Japon. Ah oui, aussi. Au Québec, là, c'est... En hiver aussi, voilà, souvent c'est surtout dans cette période-là. Et c'est dans cette période-là que notre ami s'est pris la vie, quoi. Alors c'est une coïncidence, mais c'est quand même intéressant qu'il y a quelques jours, il y a une actrice sénégalaise qui est décédée. Ah voilà, ouais. Enlever la vie. Enfin, alors c'est pas enlever la vie, on sait pas encore. Ouais, on sait pas encore. Les gens disent malaise, elle a eu un malaise. Mais à mon avis là, parce qu'elle parlait de ça. Elle a eu plusieurs épisodes où elle pensait vraiment passer à l'acte. Elle a vraiment été très ouverte par rapport à ça. Et en Afrique, c'est un peu un sujet tabou et elle a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et elle en parlait ouvertement, puis elle a été critiquée, puis ça l'a affecté encore plus. Elle a même quitté le Sénégal pour vivre en Côte d'Ivoire à cause de ça, et puis elle était pas bien partout où elle allait parce que donc ici on en parle beaucoup et tout, mais chez nous c'est encore très tabou. Ils parlent d'ensorcellement, trucs. Voilà. Ou alors les trucs de blanc. Voilà. Quel message tu donnerais justement à d'autres personnes qui sont peut-être en détresse comme ça, mais qui n'ont pas eu la force que tu as eue? De parler à quelqu'un. Il y a plein de ressources. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'être sportif. Mais le fait déjà de bouger, de faire quelque chose, là, c'est déjà, souvent ça arrive quand tu es sédentaire, tu es là, tu t'appuies-toi sur ton sort, tu es toujours en mode victime, ça c'est la pire des choses, quoi. Donc il faut sortir, faire des activités, puis parler à quelqu'un. Et puis il y a plein de ressources où il y a des numéros de téléphone, ça, où tu reçois de l'aide gratuitement. Et voilà, on en parle de plus en plus. Maintenant, c'est, heureusement. Mais moi, à l'époque où j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, là. C'était encore plus tabou. Non, mais santé mentale, pour ça, le terme n'existait même pas, je pense. Et voilà, quoi. Donc maintenant, on est dans une ère où, voilà, il y a les réseaux sociaux et tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Ça aussi, c'est pas toujours possible. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est ce que je suggère aux gens. Mais déjà, en général, c'est de faire de l'activité physique. Et c'est ça, parce que les bienfaits, donc, sont voilà, la science du sport a évolué, la nutrition, on sait beaucoup de choses. Puis tu as accès, tu as l'information. ChatGPT. Voilà. D'ailleurs, ChatGPT est en train de m'enlever mon travail parce que les gens peuvent taper leur profil, pouf, ils ont un programme, tout est. Mais ça remplace jamais le coach qui est là pour. Mais quand même, voilà, les gens qui n'ont pas de moyens de payer un entraîneur privé, ça, on a accès à toute l'information. Donc, il faut profiter du moment présent, puis parler aux gens. Voilà, c'est ça que je recommande. Ça, c'est bien, ça. Et donc, finalement, alors, tu as confondé ta famille. Maintenant, comment tu fais pour jongler la famille, le sport, le karaté, les voyages, parce que tu te déplaces beaucoup. Comment tu arrives à gérer tout ça? Encore une fois. Le mental. Moi, je me considère comme un samouraï des temps modernes. Après ce que j'ai vécu, il y a rien qui peut voilà, ça va en prendre vraiment beaucoup pour me déstabiliser, quoi. En fait, là, en ce moment, donc, je travaille, je m'estime chanceux parce que j'aime ce que je fais. Il y a des gens qui se lèvent le matin qui disent, je dois aller au boulot. Moi, je suis excité parce que j'ai des objectifs, je rencontre des gens et voilà, quoi, je suis comblé, quoi. Je travaille dans un centre sportif
avec des personnes âgées, quoi. Et je trouve ça génial. Chez nous, en Afrique, plus tu vieillis, plus tu as on te met, voilà, sur un piédestal, plus tu es entouré. Ici, nos aînés, là, ils sont un peu, c'est laissés de côté. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Voilà. On a beaucoup de bonnes choses ici, mais voilà, ça, c'est un côté où, en vieillissant, tu es isolé. Moi, j'ai la chance de donner des cours. Je donne des cours de conditionnement physique, de musculation encadrée, de stretching à des personnes âgées. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Et je vois la différence dans leur vie, quoi. Et puis, l'amour qu'ils me donnent, ça n'a pas de prix, quoi, vraiment. Dans le même centre, pendant les 15 ans, tu ouais, dans le même centre. Je travaille dans ce centre-là depuis 15 ans maintenant. Depuis l'ouverture du centre, j'étais l'un des premiers entraîneurs à travailler là. Au début, on m'a dit, tu vas pas travailler avec les personnes âgées. Je me suis dit, non, j'ai été formé pour travailler avec des athlètes élites. Je leur ai dit, je vais faire ça temporairement pour dépanner. Voilà, 15 ans plus tard. Voilà, encore là. Voilà. Mais donc, parallèlement, donc, je suis spécialiste en haute performance. Et quand j'ai eu la chance d'avoir mes papiers, je suis retourné aux études. En 2008, hein? Voilà. À partir de là, donc, j'ai fait l'Institut national du sport. J'ai fait une dizaine de certifications et j'ai même fait un second cycle en haute performance à l'université. Toujours à l'université de Montréal? Non, là, je l'ai fait à UBC. C'est là qu'il y a le département de kinésiologie de top en Amérique du Nord. J'ai eu la chance d'être accepté là-bas. Donc, j'ai fait 2 ans de second cycle universitaire. Et je remercie le bon Dieu. J'avais plus 20 ans, mais je peux y retourner. En tout cas, je suis venu ici pour avoir un diplôme universitaire. Puis j'ai été bloqué. C'est ça. Mais voilà, c'est ça. Et puis, donc, en tant qu'entraîneur, j'ai toujours voulu pousser la connaissance, de savoir. C'est un milieu qui évolue beaucoup. Un peu comme l'informatique. Tu dois tout le temps te recycler, tout ça. Puis voilà, même avec mon diplôme universitaire, je vais me former encore. Donc, je vais encore à l'Institut national du sport quand ils ont des formations ici et là. Okay, des courtes comme des courtes formations. Voilà. Et je forme à mon tour des entraîneurs. En quoi? Je suis entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je fais partie du staff et je forme des entraîneurs là-bas. Okay. Et je suis en formation ici pour former des entraîneurs québécois aussi. Donc j'entraîne des entraîneurs, quoi. Donc tu dois passer quelque temps au Sénégal alors pour les Ouais, je voyage souvent l'équipe, j'envoie les programmes à distance. Maintenant on a ça. Ben oui. Voilà, WhatsApp, FaceTime, les athlètes m'envoient des vidéos, des programmes de préparation physique qu'ils font. On a des entraîneurs là-bas qui sont sur place, qui assurent que tout est bien fait. Puis voilà, je travaille à distance. Je vais rejoindre l'équipe. Disons qu'on a un championnat du monde en Espagne. Je vais en Espagne, je rejoins l'équipe. Ou en France. Tu les accompagnes pendant Ouais, c'est ça. Et de temps en temps, je vais au Sénégal donner des stages, donner des formations. Et je suis invité en France pour donner faire des présentations, aussi entraîner, donner des stages de karaté, tout ça. Donc, je peux pas me plaindre. Donc, quand tu vois d'où je suis parti, là, puis là, j'ai cette chance de vivre de ma passion, puis de faire le tour du monde. À un moment donné, j'exagérais, je voyageais peut-être une fois par mois. J'ai failli perdre ma femme à cause de ça. Et puis donc là, je fais des compromis. On s'assoit, c'est drôle. Mais le calendrier sportif, le calendrier familial. Et là, je choisis mes compétitions. C'est pas vrai que je vais perdre ma femme pour le karaté. J'aime ça, mais il y a des priorités dans la vie. Puis j'ai un enfant qui a des besoins particuliers, qui a besoin de son père, sa mère.
Et voilà, donc il faut faire des choix. Voilà comment j'arrive à... Donc je travaille à temps plein la semaine à Montréal et ma famille est installée dans l'Anaudière, à Sainte-Marceline de Kildare. Parce que Émilie travaille là-bas. elle travaille là-bas. Donc elle travaille avec des écuries, avec des communicatrices animalières et elle fait de la massothérapie pour les chevaux, les animaux aussi. Ah oui, parce qu'il faut qu'on parle aussi de ça, massothérapie aussi. On arrive là-bas. On va y arriver. Et voilà, quoi. Donc, on s'est installé là pour la petite parce qu'on a trouvé une école vraiment magnifique. Et elle va être là jusqu'à ses 21 ans. Et le but, c'est de la rendre le plus autonome possible. Parce que nous, on n'est pas éternel non plus. Ça, on veut s'assurer que qu'elle va se débrouiller dans la vie quand on sera plus là. Donc ça, c'était une décision importante. C'est pour ça, donc, moi, je fais l'aller-retour. Okay. Donc, tu as un appart ici. Ouais, voilà. Et puis, tu fais les... C'est ça. Donc, voilà, je suis ici pour le travail, puis là-bas, pour la famille, quoi. Donc, un bon équilibre, hein. Ouais, c'est ça. On est toujours content de se revoir. Mais oui. Le vendredi, c'est, voilà, quand je vois ma fille courir, me sauter dans les bras. Ça n'a pas de Ça, c'est le bonheur, quoi, vraiment. Oui. Et comment tu as pensé alors à rajouter la massothérapie dans tout ça? Ouais, toi, tu as la suite dans les idées. Hein? Ouais, non, mais c'est ça. Donc, ma femme, Émilie, massothérapeute depuis 20 ans. C'est elle qui m'a formé, en fait. Parce que quand elle avait ses difficultés, moi, je la massais. Elle m'a dit, mais tu as un don, tu devrais développer ça. Et c'est elle qui a commencé à me coacher, donc à m'entraîner. Et puis, vu que j'ai déjà tellement d'activités, je suis en formation continue. C'est long, quoi, parce que j'ai pas le temps Mais j'ai vraiment beaucoup de gens qui viennent me voir et je peux pratiquer. Et voilà, je suis en train de me faire la main. Et voilà. Il faut un certain nombre d'heures, hein, je pense, pour pouvoir... faut accumuler des heures, mais il faut faire des cours. Et pour avoir ta certification de massothérapeute, il y a certains critères. Donc là, j'ai les cours de base et j'ai la mère coach à la maison, quoi, vraiment. À la limite, je m'ennuie dans les formations de maçon parce que ce que j'ai à la maison là, c'est tellement d'expérience. Ouais, elle est vraiment top. Ouais. Elle a fait 3 niveaux de shiatsu, suédois, en tout cas, elle a toutes sortes de... Et elle a une formation pour masser même les animaux. Vraiment. C'est aussi un besoin. Hein, ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà comment aussi... puis voilà, mes athlètes aussi, certaines des athlètes en bénéficient. Mes amis, ça, je masse juste les gens que je connais, quoi, pour le moment. Et voilà, mes athlètes, quoi. Non, je me rappelle encore, oui, la vidéo, tu avais filmé la chambre, la salle où tu faisais le massage. Voilà. Et juste, je sais pas si tu avais mis la musique, l'ambiance. Je me rappelle, j'ai fait un commentaire, j'ai demandé juste l'image, je suis zen. Juste en voyant. Ça va, zénifié. Alright, ok. Donc, là, et donc, maintenant, à ce stade de ta vie, quand tu fais le bilan, tu es à la soixantaine. Hein, comme tu là, je viens d'avoir 60 ans, novembre passé. Récemment, mon Dieu, bonne fête en retard. C'est quand même un chiffre, un grand chiffre. L'année passée, c'était une année magique. J'ai été intronisé au temple de la renommée des arts martiaux canadiens. Devant 400 personnes, c'était vraiment... Et c'était où? Ici, ils l'ont fait? C'était à Laval, dans un palais de congrès. Est-ce que c'est pas le top du top de prix? Parce que tu as des gens comme Georges Saint-Pierre, Nicolas Guil, des grands combattants québécois. Puis mon nom va être gravé à côté de ces gens-là. Ça, c'est vraiment... Est-ce que tu as partagé ça? Il faut quand même au Sénégal. Comment on n'est pas au courant de ces choses-là? Et c'est pour ça que cette émission, elle est intéressante. Ouais. Parce que ça, on n'entend pas. Ouais, c'est ça. La communauté sénégalaise, je suis sûre, ne sait pas qu'il y a un Sénégalais qui est intronisé. C'est ça, il y a la fédération qui est au courant et tout, mais en tout cas, les arts martiaux ne sont pas... C'est ça, en fait. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est l'accomplissement de toute une vie. Et quand tu vois encore d'où j'ai commencé, puis ce jour-là, je me croyais
Après, quoi. Mais devant les gens, je me suis content. Je pensais à mes parents. C'est ma mère qui m'a pris par la main, qui m'a amené dans un club de karaté. Et regarde ce que ça a donné, quoi. Tu sais pas ce que la vie te réserve. Et... Plus qu'un livre, même, il y a un film qui devrait être fait sur ta vie. Tu m'as vu, c'est vraiment un scénario de film. Hein? C'est l'année passée, j'ai fêté 20 ans de mariage, 60 ans de vie, puis intronisé au temple de la renommée des arts martiaux. Parce que j'ai eu des milestones. Exactement. Et voilà, puis le travail continue, quoi. Les gens commencent à me parler de retraite, ça m'énerve, quoi. Moi, je suis dans... Pour moi, je suis encore dans la force de l'âge. Je pense même pas... le mot retraite, c'est pas dans mes projets, en tout cas, à court, moyen, ou même long terme. Long terme. C'est vrai, quand tu fais un travail qui te passionne, tu peux pas t'arrêter. Non, pas comme les gens à la fonction publique, par exemple. Ouais. Et c'est ça, tu es là, tu es assis 8 heures par jour, tu te lèves le matin, tu te dis, mais moi, je me lève le matin, je suis excité, quoi. Puis voilà, je fais des programmes pour des athlètes, je travaille pour les personnes âgées, en tout cas, j'ai toute une panoplie voilà, d'activités qui me gardent vraiment en forme. Là, je commence à blanchir un peu. Ça peut, hein. Physiquement, j'ai une vitalité qui me motive à continuer. Moi, j'ai pas de limite. Le bon Dieu, il décide, voilà. En attendant, on fait tout ce qu'on a à faire. Exactement, c'est ça. Et plus je vis, plus pour moi, le moment présent, je le valorise. C'est vraiment, vraiment important. C'est ça ce que je veux transmettre aux jeunes. Ne prenez rien pour acquis. Voilà. Discuter avec un copain, avoir du bon temps, c'est le bonheur, quoi. Aller au cinéma, faire ce que tu aimes, aller t'entraîner, passer un cap, passer un diplôme, ça, passer du temps avec ta famille, appelez vos parents aussi. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, appelez-les, dites-leur que vous les aimez, quoi, parce que voilà, on ne sait jamais, du jour au lendemain. Et pour moi, c'est vraiment le moment présent, ça vaut de l'or, quoi. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tout ça, quand tu fais le bilan à 60 ans. Ouais. L'importance du moment présent. Et souvent, les gens qui font de la dépression, de l'anxiété, tout ça, ils anticipent trop. Et ils anticipent de manière négative. Et ça te gruge. Et voilà, ça te crée du stress. C'est ça qui crée des problèmes de santé, tout ça, physique, et puis voilà, au niveau mental aussi. Donc, voilà, c'est bien de planifier et autres, c'est ça, il faut être réaliste. Et voilà, mais d'un autre côté aussi, le moment présent, il faut le valoriser. C'est vraiment important. Si c'est un message, s'il y a une chose à retenir de cette entrevue-là, c'est ça que je mets, voilà, au top, quoi, vraiment. Et moi, c'est ça qui me drive tous les jours. Et voilà, quand on m'a dit que voilà, que vous vouliez m'interviewer, déjà ça c'est un truc, quoi. C'était excitant pour moi de venir parler avec vous. Là, je sais pas, ça fait combien d'heures qu'on parle. C'est pas grave, on ne compte plus. Vous allez avoir de la job au niveau de l'éditing. Mais pour moi, c'est excitant. Charlie m'a proposé ça, je me suis dit, let's go, on y va, quoi. Et je saute sur ce genre d'occasion parce que je sais que, voilà, si je passe à travers, je néglige et tout ça, à un moment donné, tu regrettes et puis tu dis, mais, j'aurais dû, là. Ça, c'est la phrase, même je dis à mes athlètes, on s'en va en compétition, donne-moi tout ce que tu as. Il faut pas que tu quittes ici avec des regrets. C'est ça. Et ça, c'est valable dans la vie, quoi. Donc, j'aurais dû, là. Ouais. Ça ne crée rien, là, hein. L'école du karaté, ça nous apprend ça aussi. Donc, tu peux transposer les valeurs que tu as dans la vie, tout ça. Et voilà. Merci, maman Lika Silla. C'est un aigle qu'elle m'a donné, voilà. Je suis sûre qu'en t'emmenant ce jour-là à cette école, elle ne pouvait pas
rêvé même Non, qu'un non, jour non, son non, non. fils serait... Où est-ce qu'il est rendu Puis quand j'ai gagné mon premier titre de champion canadien, voilà, ils étaient waouh. Ils pensaient pas que j'allais persévérer dans ce domaine-là. Et puis, je suis venu ici pour faire des études de commerce, hautes études commerciales. Puis je faisais du karaté parallèle. C'était pas trop, mais ils se sont dit bon, et comme ils m'ont dit, tu es un homme, tu te débrouilles. Et voilà, ça a été ma voie. Puis après, ils l'ont respecté, quoi. Et puis, voilà, qu'ils reposent en paix, quoi. Reposent en paix. Je suis sûre qu'ils doivent être fiers de toi, de là où ils sont. Parce que je sais que les morts ne sont jamais tous. Ouais. Là, tu me donnes des frissons. Oui, ils veillent sur nous. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans. C'est la photo que tu vois là-bas, là. Donc, ouais, non, ils veillent sur nous. Ça, on est africains. Ça, on le croit à 100%. Vraiment, oui. Nice. Et qu'est-ce qu'on te souhaite alors? À 60 ans, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 60 prochaines années? La santé, moi, c'est tout ce que je demande. Si j'ai la santé, je peux réaliser tous mes projets et je peux aimer les gens que j'aime être avec eux, vivre ma femme, ma fille, mes athlètes, mes amis. C'est ça mon bonheur, quoi. Et personne n'est à l'abri des maladies ou tout ça, mais j'ai une hygiène de vie propre. J'ai jamais fumé, jamais bu, aucune drogue. Ma seule drogue, c'est l'activité physique. Et voilà. Puis intellectuellement aussi, je suis allé chercher les diplômes dont j'avais besoin. Puis j'ai besoin d'être stimulé aussi. Et tout ça, donc santé mentale, santé physique. C'est ça que voilà, je souhaite.